comment ça va se passer? En gros, on va avoir à peu près 1 heure de présentation. Moi, je vais faire un micro-pitch de 10 minutes pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez nous et vous rappeler, si vous ne nous connaissez pas encore, comment on travaille rapidement. Et surtout, introduire le sujet, le partenaire Cali Retraite avec lequel on travaille maintenant depuis plusieurs mois sur toutes les problématiques de fin de carrière. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous connaissez sous gestionpatrimoine.com, qui est notre site internet. Vous nous connaissez également sous CGP One, Pyrénées Finance Conseil. J'ai pas mis le logo, mais voilà. En gros, on fait un énorme refresh rapidement marketing par rapport à ça. L'objectif, c'est de avoir un message qui est plus clair, un message pour le coup, de vitrine internet sur gestiondepatrimoine.com pour en faire un véritable site de contenu à vocation pédagogique. On fera des guides, on fera des podcasts. Tous les acteurs seront là. Vous aurez le plaisir de pouvoir échanger avec eux tout à l'heure. Aussi, effectivement, on refond les marques pour avoir une unité sur les 2 cabinets. Pourquoi ? Parce que en fait, CGP One, vous nous connaissez sous cette marque-là, anciennement Directfi, effectivement, pour les plus anciens. Et Pyrénées Finance Conseil, c'est un cabinet qu'on a racheté en 2020. Pour le coup, et on voulait uniformiser effectivement les marques. Donc on a créé Bonjour Patrimoine, marque tout à fait 2023 compatible dans la dynamique. Voilà. Adieu, donc le gestion de patrimoine ancien. Bonjour, effectivement, une nouvelle vitrine avec pour objectif de devenir la référence, pour le coup, en matière de partage de connaissances et d'investissement. Voilà la nouvelle présentation rapidement qu'on va avoir, le site que vous aurez effectivement l'occasion de voir prochainement, puisque la sortie officielle, c'est la semaine prochaine, je crois, c'est tout début décembre, pour le coup. Donc voilà. Vous aurez aussi l'occasion de voir notre nouveau site internet, le site internet des cabinets, donc de toutes les équipes dont on est là ce soir. Bonjour Patrimoine, donc qui est notre nouvelle marque commerciale, pour le coup. Voilà, donc voilà quelques changements. Une marque, une vitrine, Bonjour Patrimoine, une vitrine, gestiondepatrimoine.com, une vitrine de contenu. Qu'est-ce qu'on a comme changement à venir aussi ? On déménage. Voilà. Encore, on a déménagé en 2018. On est arrivé place Laganne. On redéménage en fin d'année, le 23 décembre exactement, dans des bureaux plus grands. Voilà. Parce qu'effectivement, on s'agrandit, donc on est content. On va sur un plateau. Alors, pour la petite histoire, c'est à Purpan. Quand vous descendez sur Purpan, c'est les immeubles qui sont noirs quand vous arrivez directement là. Donc, on est au 4e étage, en fait, exactement. On sera quelque part par là. Voilà. Donc, vous aurez l'occasion de venir nous voir prochainement. Ce qui ne change pas, parce que là, c'est tout ce qui a changé, pour le coup. Nos 3 bureaux, on est présent effectivement à Toulouse, historiquement. On est présent effectivement aussi à Tarbes depuis 2020 et depuis 2015 à Paris. On est une quinzaine de conseillers. On a une équipe d'ingénieurs patrimoniaux qui sont là pour venir en appui avec nous sur toutes les stratégies patrimoniales qu'on peut mettre en avant. Ils seront là aussi ce soir et on a une équipe d'assistants administratifs et commerciaux pour nous accompagner parce qu'on est un métier qui, vous le savez, a beaucoup de réglementaires à faire. Voilà. Donc c'est très important qu'on soit accompagné sur cette partie-là. Qu'est-ce qui ne change pas ? Notre approche globale. On a une vision vraiment 360 du métier. On travaille en totale interprofessionnalité. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement travailler avec des notaires, des experts comptables, travailler avec des avocats fiscalistes et travailler avec des partenaires aussi sur des problématiques de retraite comme Cali Retraite. Avec qui on co-organise la réunion de ce soir. Donc c'est aussi effectivement un conseiller qui vous est dédié sur le long terme, une relation personnalisée et un suivi, puisque effectivement les conseillers que vous avez depuis le début, la plupart du temps, sont toujours les mêmes, et en tout cas on est très content d'être avec vous sur des relations de long terme. Alors, pourquoi cette réunion, pour le coup ? Alors, la retraite, pour faire une petite introduction, c'est une préoccupation pour tout le monde. Voilà. Dès le plus jeune âge, effectivement, c'est bien de se poser la question. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, effectivement, on sait que c'est très important de commencer tôt à se préoccuper de la retraite. On peut commencer très tôt, mais aussi on peut s'y prendre un petit peu plus tard. Et dans ce cas-là, c'est bien effectivement de travailler avec des professionnels dédiés sur cette problématique-là pour voir, le cas échéant, ce qu'on peut rattraper, comment et pourquoi. Voilà.
C'est un besoin d'accompagnement aussi indéniable, parce qu'effectivement, faire les démarches seul, vous aurez l'occasion d'échanger ce soir avec, c'est pas forcément facile de se rapprocher des caisses de retraite, de mettre à jour les relevés de situation, etc. etc. C'est aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, une approche globale en interprofessionnalité, c'est de travailler effectivement avec d'autres professionnels. Le métier de CGP, c'est un métier où on se veut, sans que ça paraisse prétentieux, mais un chef d'orchestre, médecin de famille, organisateur de stratégies et de partenaires avec différents intervenants. Pourquoi Quali Retraite? Parce que effectivement, c'est un partenaire avec lequel on travaille depuis plusieurs mois. C'est un partenaire complet sur le sujet. Vous le saurez effectivement encore mieux tout à l'heure après la présentation, pour le coup, pour voir effectivement comment et pourquoi on a choisi Quali Retraite pour travailler avec vous sur des problématiques très spécifiques. Voilà. Et in fine, le pourquoi du comment de tout ça, c'est vous aider et surtout vous permettre de vous accompagner à réaliser vos objectifs patrimoniaux, vos objectifs de fin de carrière, parce qu'on est là pour discuter de cette thématique-là. Voilà. Après, quoi vous dire après? Eh ben, effectivement, alors tous vos conseillers seront là pour pouvoir échanger et aborder les problématiques à l'issue de la réunion. On vous enverra, alors on a rédigé un guide sur la retraite, on vous l'enverra à l'issue de la réunion, peut-être demain, peut-être samedi pour le coup, pour continuer de vous sensibiliser. Et effectivement, on aura, enfin j'ai eu pour le coup l'occasion je sais qu'ils nous voient par visio, d'enregistrer une dizaine d'heures de podcast sur la retraite, pour le coup, sur des problématiques très particulières. Donc si la réunion ne vous a pas suffi, vous aurez la possibilité aussi de nous écouter, en l'occurrence, sur cette thématique-là. Voilà. Donc la réunion sera animée par Thomas, pour le coup, directeur général de Quali Retraite, pour le coup, et que je te passe la parole. Allez, c'est parti. Si c'est bon, ça fonctionne. Bon, merci à tous d'être venus. On a compris que c'était un peu la galère pour venir ce soir, donc on va essayer de faire que la soirée soit agréable. L'enjeu, Philippe l'a dit, c'est de mieux comprendre comment fonctionne notre système de retraite. Alors je vous rassure, on va pas faire la partie technique de comment on calcule la retraite, c'est quoi le taux et ainsi de suite. On va essayer de faire quelque chose un peu plus agréable. Et puis pour commencer, le mieux c'est de regarder pourquoi on se parlait de votre retraite. Alors, pour rendre le sujet un peu plus ludique, on joue un peu, quelques questions. L'enjeu c'est on va faire à main levée pour voir un petit peu quelle est votre position par rapport au sujet. Si on se dit retraite, a priori pour vous c'est un sujet qui est plutôt préoccupant ou plutôt un sujet sur lequel vous avez le sentiment de bien maîtriser le sujet? Ok. Bon, on est dans la stat, hein. On vous a remis, j'ai l'impression que ça a grésillé un peu. On vous a remis les stats nationales en fait sur le sujet. C'est une enquête qui est faite tous les ans par la GERCARCO et qui a vocation à interroger les Français sur quelle est leur lecture du sujet. Et évidemment, un petit peu comme ce soir, on est même un peu moins, donc ce soir c'est un peu plus fort. Pour 84% des gens, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et on va regarder un petit peu le pourquoi. Choix de la date de départ. Ça, on se dit flou, plutôt très clair. Il n'y a pas très flou, mais on pourrait rajouter très flou. Donc là encore, 78% des gens disent ne pas maîtriser suffisamment les enjeux de date de départ. Et on va voir tout à l'heure, on a beaucoup de marge de manœuvre sur le sujet. Donc on va essayer. Donc on disait plutôt très flou, mais oui, pour 18% des gens, on est face à un sujet où maîtrise la date de départ n'est pas simple. Et on va voir tout à l'heure, il y a pas mal de marge de manœuvre sur le sujet. Montant de la pension de retraite, là encore, plutôt difficilement maîtrisable ou en tout cas parfaitement connu. Le but du jeu, c'est pas de dire j'y comprends rien à chaque fois. Peut-être on a le droit de se dire j'ai déjà creusé le sujet, donc j'ai une vision un peu plus claire du sujet. Non, ça vous paraît encore flou aussi? Bon, c'est toujours les mêmes réponses. C'est 68% des gens disent, je crois que c'est rédigé, ne connaissent pas le montant de leur future pension de retraite. Donc, évidemment, quand on se dit, on commence à projeter la construction patrimoniale. Quand même, au moment où on arrive à la retraite, le flux retraite qui arrive par les régimes obligatoires, il n'est pas neutre. C'est quand même bien de savoir où on met les pieds pour pouvoir construire sereinement la suite. Et si on se dit les dispositifs de fin de carrière, carrière longue, retraite progressive, cumul emploi-retraite, comment ça fonctionne et comment on le met en œuvre?
en avançant les réponses, hein, mais c'est là aussi, c'est toujours les mêmes enjeux. On a deux difficultés à maîtriser le fonctionnement de ces différents dispositifs, et donc là encore, ça rend les enjeux de calcul de montant, de choix de date particulièrement compliqués. Bon, si on fait une synthèse, hein, globalement, on entend beaucoup de choses sur la retraite tous les jours, et surtout aujourd'hui, hein, on sait que dans le paysage, avec les réformes qui probablement arriveront, c'est tous les jours où on entend des choses sur le sujet retraite, mais la réalité, c'est qu'au final, personne n'y comprend rien. C'est tellement complexe qu'on ne sait pas si l'information qu'on reçoit elle est qualitative ou pas, juste ou pas. Et donc, on a beaucoup d'idées préconçues sur le sujet. L'enjeu aujourd'hui, c'est de vous redonner un peu plus de lisibilité, un peu plus de réalité sur comment notre système fonctionne, pour qu'en tout cas, vous puissiez avoir quelques points d'alerte et quelques réflexes sur le sujet. En général, quand on se dit ça, on entend plutôt technique de l'autruche. Alors, pour le rappel, hein, l'autruche, 2 mètres de haut, 90 km/h à la course à pied. Et pourquoi on dit technique de l'autruche? Parce qu'on nous dit que face à un sujet qui fait peur, on met la tête dans le sable et on attend que ça passe. Et donc, nous, en général, ce que l'on dit, c'est que quand on entend le sujet retraite, les réponses que l'on entend, c'est souvent j'y comprends rien, c'est bien trop compliqué. Je verrai plus tard, je suis trop jeune, c'est pas le moment d'en parler. De toute façon, je n'en aurai pas. Ou plus, je vais construire ma retraite tout seul parce que de toute façon, ce qui arrivera par les caisses, probablement comme j'aurai pas de retraite, je compte pas dessus, donc je me débrouille tout seul. Bon, c'est très bien tout ça, mais sauf que la réalité, c'est pas celle-là. On a des cotisations qu'on verse, on aura une pension de retraite, et donc la technique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que la technique de l'autruche, ça n'existe pas en vrai. Évidemment, quand l'autruche, elle rencontre un danger, elle se met à courir à 90 km/h, elle va vite et elle s'enfuit. Et donc nous, notre enjeu, c'est de se dire, évidemment, il faut regarder le sujet de près. Quand on regarde le sujet retraite, on est en train de parler de, grosso modo, 1 million d'euros de flux de revenus futurs qui arriveront au moment de la retraite. Pourquoi 1 million d'euros? Pension de retraite moyenne en France, 1 600 euros. 1 600 euros x 2 sur un couple, 3 200 euros par mois. Et quand je multiplie sur 20-25 ans d'espérance de vie, c'est 1 million d'euros de flux de futurs qui arrivent. Pour se permettre de se dire, moi, le million d'euros, je l'oublie et je ne fais pas attention au sujet. Bon, certains peut-être peuvent se le permettre. Malgré tout, il y a un vrai enjeu d'être attentif sur le sujet. Après, ce que l'on dit, c'est que oui, évidemment, le système, il est complexe à comprendre, complexe à appréhender, et c'est compliqué de trouver son bon chemin dans le labyrinthe législatif que l'on connaît aujourd'hui. Malgré tout, on a un des systèmes de retraite qui est l'un des plus complexes au monde, mais on a aussi un système de retraite qui fait partie d'un des systèmes les plus généreux dans les pensions qui est distribué. Et donc tout l'enjeu, c'est de se dire, si le système est généreux, il faut trouver dans la complexité les leviers qu'on peut activer pour pouvoir trouver l'optimisation nécessaire et maximiser les droits que l'on peut percevoir. Et puis quand on se dit je compte pas dessus, je vais me débrouiller tout seul, tout ça c'est très bien. Moi j'ai toujours la même question, c'est de dire ok, à la limite pourquoi pas, hein, si on arrive à se construire la surface patrimoniale qui permet d'être suffisamment autonome financièrement, très bien. Malgré tout, tous les mois, sans qu'on vous demande votre avis, vous payez des cotisations. Et les cotisations, c'est pas zéro. Donc moi, quand on me dit je me débrouille tout seul, la première question c'est ok, mais à ce moment-là, faut réfléchir à couper les cotisations, parce que payer des cotisations pour quelque chose sur lequel on ne compte pas, ça fait beaucoup d'argent qui est jeté par la fenêtre. Est-ce que vous savez combien vous payez tous les mois de cotisations sur votre revenu en moyenne pour la retraite? Qui a une idée? Trop, c'est pas la. Alors je précise la question en chiffres. Quelqu'un a une idée ou pas du tout? Ouais, c'est un peu moins. La réalité, c'est 28% du revenu qui en moyenne chaque mois est prélevé pour la construction de la retraite future. 28%, enfin moi, quand vous prenez votre revenu, alors vous prenez en 28, hein, c'est régime de retraite obligatoire, régime de base, plus les régimes complémentaires, Agir, Carco ou caisse complémentaire libérale, ainsi de suite. On est sur cette moyenne de 28%. 28%, quand vous regardez l'ensemble des sommes, ça fait évidemment sur toute une carrière beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Notre enjeu chez Cali Retraite, c'est celui-là. Hein. Depuis 12 ans que l'on a créé la société, on a construit un modèle qui nous permet de faire deux choses. Ce que disait Philippe tout à l'heure, vous accompagner sur les choix. Donc trouver dans la législation tous les leviers qui sont activables pour pouvoir optimiser les conditions de départ en retraite. Et on le disait, oui, le plus tôt on s'occupe du sujet, le plus tôt on a de marge de manœuvre. Et puis vous avez un deuxième sujet, c'est de s'assurer que les cotisations qu'on paye tous les mois sont correctement enregistrées à l'intérieur
de vos enregistrements dans les caisses de retraite. On va reprendre le sujet un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc globalement, on a ce travail, on est focalisé sur les régimes obligatoires. On n'est pas là pour parler épargne, investissement. Il y a des gens qui font ça très bien et qui prennent le relais une fois qu'on a fait ce travail, mais on est là pour vous redonner la capacité de piloter en fait vos régimes obligatoires de retraite. Pour rentrer dans le détail de ce que l'on voit ce soir, l'objectif c'est de vous faire prendre conscience qu'en fait la retraite, là où on peut avoir l'impression de subir le sujet, c'est un sujet sur lequel en final on est en pilotage tous les jours et que vous êtes au pilotage de vos droits. Donc il y a quelques réflexes, il y a quelques astuces à avoir pour pouvoir bien maîtriser le sujet, notamment dans les sujets, le premier piège que l'on va évoquer c'est se fier à son relevé de carrière. On reçoit tous régulièrement des relevés, il faut avoir un regard très critique sur ce que nous envoient les caisses de retraite. Le deuxième, pensez que tout se joue à la fin. On revient sur notre sujet de tout à l'heure de le plus tôt on s'intéresse au sujet, le plus on a de marge de manœuvre. Et puis le troisième, c'est confondre retraite et fin d'activité professionnelle. C'est des choses très différentes. Donc là encore, on va pouvoir rentrer dans le détail. Juste avant, quelques bases pour qu'on ait tous les mêmes éléments de langage et qu'on parle à peu près du même sujet. Donc là, on a la représentation de ce qu'est notre système de retraite. C'est un système pyramidal. Et en général, quand on parle retraite avec les gens, on nous parle du supplémentaire. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir construire tes droits futurs? Quel contrat d'épargne? Quel investissement immobilier? Comment tu t'es débrouillé pour construire tes droits? Nous, notre sujet aujourd'hui, c'est celui-là. C'est quoi le fonctionnement des régimes obligatoires, là où je paye mes 28% de cotisation tous les mois. Le système fonctionne de la façon suivante. C'est les 42 régimes que l'on connaît aujourd'hui. Dans les 42 régimes, on entend beaucoup parler en ce moment des régimes spéciaux. Si je vous dis régimes spéciaux, vous me dites quoi? RATP, SNCF, fonctionnaire. Si je vous dis expert comptable, régime spécial ou pas? Ouais. Infirmier, médecin, vétérinaire. En fait, le sujet, c'est que dans les 42 régimes, il y a 3 régimes qui ont un fonctionnement qui est aligné. Il y a 3 régimes qui ont un fonctionnement qui est identique. C'est le régime de base des salariés, le régime de base des artisans et des commerçants, et le régime de base des salariés agricoles. Tous les autres régimes sont des régimes spéciaux. Spéciaux pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre mode de fonctionnement, ils ont leur propre législation, ils ont leur propre interprétation des différents textes. Et donc, on doit comprendre comment ces régimes fonctionnent pour pouvoir liquider ses droits. Et pourquoi comprendre? Parce que quand dans une carrière, on a cotisé dans plusieurs caisses de retraite. Et au final, on n'a pas une pension de retraite à terme, on a autant de pensions de retraite que de caisses de retraite dans lesquelles on a cotisé. On va prendre un exemple, on dit un expert comptable tout à l'heure. Un expert comptable, évidemment, il a commencé sa carrière salariée. Donc salarié, régime de base CARSAT. Régime complémentaire, AGIRC, ARCO. ARCO s'il a été non cadre, AGIRC s'il a été cadre. Les caisses ont fusionné depuis, mais malgré tout, il a acquis des droits dans les deux régimes. Donc on vient de se rendre compte que régime de base salarié, régime aligné. AGIRC, ARCO, c'est une caisse complémentaire avec ses propres règles de fonctionnement. Donc déjà, c'est déjà 2 à 3 interlocuteurs qui interviennent dans le dossier. Puis il est devenu expert comptable, donc régime libéral. Donc régime libéral, CNAF-PL pour les experts comptables. Régime complémentaire qu'avec, on est à la 5e caisse de retraite. Pour un peu, il donne un peu de cours de temps en temps, ce genre de choses. 6e caisse de retraite, IRCANTEC. Pour un peu, quand il était étudiant, il a fait le ramassage des pommes ou je ne sais quoi, MSA et ainsi de suite. Donc on peut vite avoir 5, 6, 7 caisses de retraite qui interviennent au moment où on s'intéresse à ces droits. Et la particularité, c'est que les caisses de retraite travaillent en silo. C'est-à-dire que les caisses n'échangent pas d'informations entre elles et c'est à l'assuré d'être capable de trouver quels sont les ajustements entre les différentes caisses et de faire la liaison entre les différentes caisses. C'est très important, notamment parce que toutes les caisses n'ont pas les mêmes règles du jeu en ce qui concerne la date de départ. Vous avez des caisses de retraite qui vous disent vous partez au premier jour d'un mois, vous avez des caisses de retraite qui vous disent vous partez au premier jour d'un trimestre civil. Et puis vous avez une obligation, c'est de liquider l'ensemble de vos pensions de retraite en même temps. La difficulté, c'est que, je reprends mon exemple de mon expert comptable tout à l'heure qui donne des cours et qui a cotisé à l'IRCANTEC. Si au moment où il liquide ses droits, il oublie de contacter l'IRCANTEC, le risque pour lui, c'est que les autres caisses de retraite lui disent on ne peut pas liquider votre dossier parce que vous n'avez pas demandé la liquidation de toutes vos pensions en même temps. Sauf que ça n'arrive pas quand on fait la demande. Ça arrive 5-6 mois après avoir fait la demande, le temps que le dossier soit analysé. Et donc, si on s'est raté au moment du processus de demande de retraite, on a vite fait de se prendre complètement les pieds dans le tapis et de perdre des précieux mois de pension qui arrivent.
Donc le régime de base, c'est celui qu'en général on maîtrise le mieux, c'est la plupart des caisses fonctionnent en trimestre de retraite. Les régimes complémentaires sont des régimes qui fonctionnent par points. Les âges, alors les âges aujourd'hui, on verra comment ça évolue dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, les bornes sont les suivantes. On a ce qu'on appelle l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge à partir duquel je peux aller voir mes caisses de retraite pour demander la liquidation de mes pensions, quelle que soit ma carrière, que j'ai tous les trimestres de retraite ou que j'ai pas tous les trimestres de retraite. À cet âge, je peux aller voir les caisses de retraite et demander à ce que mon dossier soit liquidé ou dit autrement mis en paiement. La question, c'est est-ce qu'à cet âge, j'ai tous les trimestres nécessaires ou pas pour bénéficier du taux plein. La question ici sur le taux plein, c'est en fonction de mon année de naissance, on me donne un nombre de trimestres nécessaires à compléter tout au long de ma carrière. Est-ce que je l'ai à 62 ans juste après? Ça, c'est fonction de la carrière que j'ai eue. Et à 67 ans, j'ai un filet de rattrapage. On me dit, vous avez attendu suffisamment longtemps. Donc, même si vous n'avez pas tous vos trimestres de retraite, on va calculer votre retraite comme si vous aviez le nombre de trimestres nécessaires, donc le taux plein. Et puis, dans un certain nombre de cas, on a la capacité à bénéficier de dispositifs dérogatoires qui nous permettent de partir avant 62 ans. C'est pas le cadre classique, encore une fois, c'est dérogatoire. Donc, il y a des règles du jeu spécifiques à respecter. Juste pour faire une petite parenthèse sur ce qui est en train d'être discuté en ce moment dans le projet de réforme. Alors, on sort la boule de cristal pour regarder peut-être ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas. Clairement, on ne sait pas du tout. Il n'y a pas de texte qui est proposé aujourd'hui et on ne sait pas dans quelle mesure ça aboutira. Il suffit de regarder les derniers échanges sur la réforme précédente qui arrivait. Ce qui est en discussion, c'est de reporter l'âge de 62 progressivement vers 64 ou 65 ans. Premier impact sur les liquidations qui arriveraient à partir de post-été 2023. Donc, on va avoir une montée en charge potentiellement progressive qui arrive. Et ce qui est certain, c'est on va toucher au nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Aujourd'hui, les gens qui partent en retraite, on leur demande entre 169 et 170 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Il est déjà prévu que ce nombre de trimestres accélère. Pour moi, déjà, on me demande 172 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. On sait que ce nombre de trimestres va gentiment augmenter et il est prévu d'accélérer en fait cette augmentation. Et donc probablement, on va nous dire on pousse les bornes d'âge et en plus, on demande à avoir encore plus de trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Donc c'est ce qui est a priori en discussion en ce moment sur le sujet. On verra ce qui arrive concrètement d'ici quelques mois. Donc on rentre dans nos 3 thèmes que l'on a évoqués tout à l'heure. Le premier piège, se fier à son relevé de carrière. Alors quand on parle relevé de carrière, on a encore fait l'exercice avec Fatima tout à l'heure. En général, on nous dit oui, j'ai regardé, mon relevé il est juste, tout va bien. On va se mettre d'accord sur ce que vous faites en général, c'est que vous prenez le relevé, vous regardez le listing des employeurs, vous dites c'est génial, il y a même mes jobs étudiants, ils ont tout vu, c'est plutôt bien fait. Après vous faites le récap, vous regardez la chronologie des employeurs, vous vous dites très bien, ça ok, ça s'enchaîne, il n'y a pas de trou, tout va bien, ok, ça va. Là, vous commencez à regarder vaguement les revenus qui sont en face. Vous dites oui, bon, ça a l'air d'être à peu près cohérent. On regarde si on a bien 4 trimestres tous les ans. On dit ok, les trimestres, ça va, ils sont là. Et puis voilà, on dit ok, c'est cool, ça va, on va en classe. Donc on a mis 5 minutes. On vient de parler d'1 million d'euros de flux de revenus futurs, 25 ans de revenus, et on classe. Bon, le sujet, c'est est-ce que vous êtes certain que vous avez bien regardé le document? Et notamment, dans le document qu'on vous envoie, il y a des sujets qui sont un petit peu intéressants à lire. C'est ceux qui sont juste ici, là, dans les petites lignes. Et ça, en général, on ne regarde pas. Alors, on vous l'a mis zoomé pour bien comprendre l'enjeu. Il est écrit « Ce document est délivré en l'état de la réglementation des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions des articles... » Oui, évidemment, la caisse, sur le document qu'elle vous communique, elle ne s'engage pas sur le contenu parce que la législation prévoit qu'en tant qu'assuré, vous êtes responsable de la qualité de l'enregistrement de vos droits. La caisse de retraite n'a aucune responsabilité sur le sujet. Le job de la caisse de retraite, c'est encaisser les cotisations, payer les pensions de retraite. Et pourquoi vous avez ces documents de carrière qui vous sont envoyés? Justement pour que vous puissiez faire le contrôle régulier de l'enregistrement de vos droits auprès des caisses de retraite. Alors une fois qu'on a dit ça, la question c'est est-ce que vous pensez que le relevé de carrière peut comporter des anomalies? La réponse est oui. Bonne réponse. Donc la réponse elle est oui. Les pouvoirs publics communiquent eux déjà sur un taux d'erreur dans la liquidation des pensions. Vous avez une idée de ce que peut-être vous avez vu les chiffres passer, non? Pardon?
Ouais, 20%, on est à peu près à ça, hein. Les caisses de retraite communiquent sur une retraite sur 6 qui est liquidée avec des erreurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution des taux des erreurs, hein, c'est de mieux en mieux, on progresse. Et quand vous regardez le rapport, alors d'ailleurs, certains le veulent, on pourra vous le transmettre, hein, il y a 20 pages qui sortent tous les ans. La Cour des comptes, en fait, vient auditer 3 régimes de retraite sur les 42, les 3 régimes alignés tous les ans, et fait la statistique de, sur 10 000 dossiers tirés au hasard, combien de dossiers présentent des anomalies dans la liquidation des pensions. Si certains sont indépendants et pas salariés, hein, puisque depuis quelques années maintenant, le régime indépendant a rejoint la sécurité sociale assurance retraite. Les dossiers ne sont quasiment pas analysés, puisque dans le rapport de la Cour des comptes, il est écrit qu'il n'y a pas de compétences en interne à l'assurance retraite pour pouvoir contrôler le droit des indépendants. Donc, bonne nouvelle, ça ne tient pas compte du dossier des indépendants. Et donc, les caisses disent pourquoi il y a des anomalies. Alors on pourrait se dire la caisse cherche à tricher sur le sujet, hein, parce que il y a des enjeux financiers qui ne sont pas neutres. C'est l'année dernière 88 millions d'euros de pensions de retraite qui ne sont pas versés suite aux erreurs des caisses de retraite. Faites 88 millions, plus 88 millions l'année dernière, plus 80, ça commence à faire beaucoup d'argent qui ne sont pas versés par les caisses, donc il y a un enjeu financier. Malgré tout, ce n'est pas une volonté de tricher de la caisse. La caisse fait des erreurs parce que potentiellement il peut y avoir des erreurs à l'émission. L'employeur peut se tromper, l'expert comptable peut se tromper quand il déclare et donc la caisse enregistre ce qu'on lui donne. La caisse, elle est aussi tributaire de paramètres qui remontent d'autres organismes, des URSSAF, du Pôle emploi, de la CAF, et donc la transmission d'informations n'est pas toujours propre non plus. Donc s'il y a des erreurs à l'émission, là encore, il peut y avoir des erreurs à l'enregistrement par la caisse. Il y a des erreurs parce que le système informatique de la caisse n'est pas stable. L'assurance retraite travaille sur 7 univers informatiques différents. Donc évidemment, à maintenir tout ça, c'est compliqué. On bouclait la semaine dernière un recrutement d'une personne qui travaille à la MSA. La bonne nouvelle, c'est que la MSA fait le calcul de retraite sur Excel. Donc là, tout va bien, hein, et la personne nous dit, il faut voir la taille des formules. Les formules, elles sont longues comme... Oui, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc on se dit, une fois qu'on a compris ça, évidemment, il y a des sources d'erreurs. Alors le mieux dans le rapport de la Cour des comptes, c'est quand même, moi j'aimerais pas être salarié des caisses de retraite, les caisses de retraite disent qu'il y a quand même un manque de compétences flagrant dans la caisse pour pouvoir gérer le sujet. Ok, très bien, tout va bien, on est content. Notre statistique à nous, c'est pas une retraite sur 6 qui comporte des erreurs. Notre statistique à nous, sur les 600 dossiers qu'on a analysés cette année, c'est 84% des relevés de carrière que l'on analyse sur lesquels on a demandé des corrections. Pourquoi il y a un écart entre le 1 sur 6 et le 84%? La Cour des comptes analyse 3 régimes de retraite et n'analyse aucun régime de retraite complémentaire. Nous, on va aller faire cette analyse des régimes de retraite complémentaires. On va aller regarder l'ensemble des régimes de retraite et on va rentrer dans le détail. C'est-à-dire que pour pouvoir s'assurer que ce qui est dans le relevé de carrière est juste, le relevé de carrière, on le prend, on le met à la poubelle et on repart en fait de vos cotisations. C'est-à-dire qu'on va reprendre l'ensemble des bulletins de paye, les allocations Pôle emploi, les indemnités journalières, les versements que vous avez eus par la CAF et ainsi de suite, et on va recalculer toutes les cotisations qui auraient dû être enregistrées par la caisse pour le comparer ensuite au relevé. Et c'est comme ça qu'on retrouve les 84%. Alors, il faut qu'on se mette d'accord sur la typologie des anomalies. On n'est pas là pour vous dire « Ah, c'est bizarre, cette année, vous aviez travaillé, vous n'avez pas de trimestre. » Très bien, il n'y a pas besoin de nous pour pouvoir se dire « J'ai travaillé, il y a un trou, je ne vois pas d'enregistrement. » Vous êtes capable de le voir tout seul. « Ah, j'ai fait mon service militaire, je ne le vois pas sur mon relevé de carrière. » Super. Là encore, vous l'avez vu, c'est très bien, vous êtes en autonomie, capable de faire les régularisations. Les outils des caisses de retraite permettent de le faire. Il n'y a pas besoin de nous pour pouvoir identifier ces anomalies. Si je vous dis qui sait dans la salle ce qu'est l'AVPF? Personne. Et pourtant, il y en a beaucoup qui l'ont touché. La VPF, c'est des allocations familiales que l'on a pu toucher à certains moments au titre de l'éducation des enfants. Et ces allocations, à certaines périodes, ouvraient droit à validation de revenus et à validation de trimestre de retraite à partir du moment où on a soit réduit son activité professionnelle, soit eu un revenu qui a été en diminution sur les périodes d'éducation. La difficulté, c'est que si je ne sais pas ce que c'est que la VPF, quand je regarde mon relevé de carrière, je ne suis pas en danger de le chercher dans l'analyse. Et donc évidemment, si je ne le cherche pas, je ne suis pas en danger de me dire il y a un problème, c'est pas là. Donc là, typiquement, c'est une source d'anomalie qui est très importante. Et puis il y a un sujet, c'est que dans ce que vous regardez a priori jamais,
Le sujet, c'est ça, là, c'est le volume de points. On va le prendre l'exemple. Là, il y a marqué en 87, le client, il a 316 points,34 en Agir Carco. C'est OK le 316,34 ou pas? A priori, on ne peut pas le mesurer. En tout cas, vous n'avez pas la capacité à le contrôler. Donc là, on est dans les points dans les caisses complémentaires. Et ça, c'est truffé d'anomalies. Mais quand on dit truffé, c'est quasiment 100% des dossiers où on sait que quand on prend les points, on a des anomalies sur l'enregistrement de l'Agir Carco. Et c'est très important de se poser cette question, puisqu'encore une fois, quand on se dit que les caisses ne sont pas responsables du sujet et que les responsables sont les assurés, ça va à quel moment? Ça se passe au moment de la liquidation de vos droits. Vous lancez votre demande de retraite, donc tous les jours on lit des articles, on entend c'est très simple, il y a un formulaire en ligne, une seule demande, ça se passe très bien, ça va très vite. La demande, effectivement, c'est un bouton à cliquer et en une seule demande, on demande la liquidation de toutes ses pensions. Mais une fois que ça c'est fait, on ouvre le dossier dans toutes les caisses de retraite et là, toutes les caisses de retraite commencent à vous écrire, à vous demander les mêmes documents, les infos, ainsi de suite. Et donc, vous lancez votre démarche de mise en paiement de votre pension de retraite. Il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, dans certains cas 12 mois, 18 mois avant que les caisses commencent à activer le dossier. Et là, vous recevez ce qu'on appelle une notification. Donc, ça fait un petit moment que vous attendez que la pension elle arrive. Vous recevez la notification. Dans la notification, il y a le détail de calcul et il y a surtout le montant de la pension de retraite que la caisse va vous verser. Donc, vous êtes très content. Et on vous dit, OK, bah voilà le détail de ce qu'on va vous verser. Et ce qui est écrit dans le document aussi, c'est vous avez 2 mois pour contester les paramètres de calcul. Donc vous avez 2 mois pour dire je ne suis pas d'accord avec le 316,34. Je ne suis pas d'accord avec les coefficients de revalorisation retenus. Je ne suis pas d'accord avec le calcul de mes 25 meilleures années, ainsi de suite, ainsi de suite. Si, au bout de 2 mois, vous n'avez rien dit, votre retraite est liquidée et elle est liquidée de façon définitive et vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que on vous avez donné votre feu vert sur la liquidation de la pension. Donc en fait, les relevés sont envoyés en amont aux assurés pour que justement on ait cette capacité à faire le contrôle de l'enregistrement des droits et s'assurer que ce qui est reporté dans le relevé de carrière soit les justes montants. Donc ça, c'était la partie historique. Mais évidemment, on ne te parle pas juste des carrières les plus complexes. On peut se dire, bon, évidemment, si j'ai fait multiples employeurs, si je suis passé de salarié à indépendant, que j'étais à l'international, évidemment, plus on fait ça, plus il y a de sources d'erreur. Dossier record traité l'année dernière. Le monsieur, il a été salarié dans une entreprise, pas n'importe laquelle, chez Areva. Donc, on est en train de parler de la sécurité nucléaire, donc on peut se dire, c'est plutôt bien fait. Le sujet, c'est... Et quand je dis carré plus simple, moi, j'ai jamais vu aussi simple. Il est rentré chez Areva, premier jour d'emploi, et il est dernier employeur Areva. Donc, on ne peut pas faire plus linéaire comme carrière. On regarde son relevé de carrière, et pour être clair, c'est un relevé avec lequel on adore jouer. On a fait une présentation dernièrement devant 50 experts comptables, on leur a donné le relevé, on leur a dit, vous regardez, vous nous dites ce qui ne va pas. Tout va bien. Et nous, quand on a pris le relevé, on a dit, a priori, quand on lit le relevé, oui, tout va bien, on voit bien les années, il y a des revenus, il y a des points en Agir Carco, enfin, a priori, tout est normal dans l'enregistrement. Malgré tout, on commence à éplucher les bulletins de paye, on extrait les cotisations et ainsi de suite, et on se rend compte que les points Agir Carco, tous les ans, étaient mal enregistrés par la caisse de retraite. Impact pour le client, la caisse lui annonçait 16 900 € de pension annuelle. Le client part avec 27 000 € de pension annuelle. On corrige 10 000 € par an sur le versement de sa pension de retraite. C'est 250 000 € sur l'espérance de vie à la retraite. Pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs dans son dossier? On n'en sait rien. C'est pas. Est-ce que c'est Areva qui a mal enregistré? Est-ce que c'est dans les transferts d'enregistrement de droits? Est-ce que c'est une fusion de ce système dans la caisse de retraite qui fait qu'il y a des anomalies? On n'en sait rien. Mais tout ça pour dire quoi? C'est pas parce qu'on a eu une carrière qui a priori est simple que ça sécurise l'enregistrement des droits par la caisse de retraite. Dans toutes les carrières, on va retrouver plus ou moins des anomalies et c'est très aléatoire dans le fonctionnement. Piège numéro 2, pensez que tout se joue à la fin. Alors, on l'a dit tout à l'heure, non, la retraite, c'est pas un sujet de vieux avec tous les guillemets nécessaires. Pourquoi on dit ça? Parce que la retraite, c'est une construction. On construit sa pension de retraite tout au long de sa carrière. Un exemple, on sait qu'aujourd'hui, la retraite de base est calculée sur les 25 meilleures années.
Si je fais 60 moins 25, le sujet, je l'attaque à 35 ans. Si je commence à construire cette stratégie à 55 ans, bah évidemment, dans mes 25 meilleures années, il y en a un gros morceau que j'ai déjà fait. Et donc, bah, tout l'enjeu, c'est que vous allez voir, tout au long de la carrière, on a des zones de choix, on a des leviers sur lesquels que l'on peut activer pour pouvoir construire correctement sa pension de retraite. Premier point, d'abord, on n'oublie pas que la retraite est un droit qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Hein. On a des fois, on a l'impression qu'on est sur des rails, que ça va tout droit, et qu'un jour le train va arriver en gare, on va faire ouh, c'est par ici, tenez, faut s'arrêter, c'est temps. Maintenant, je vous donne le chèque, merci d'avoir cotisé, profitez bien de votre retraite. Pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que le déclenchement de la pension de retraite, il est à votre main. C'est-à-dire que c'est vous qui devez décider de la date à laquelle vous allez arrêter, des conditions dans lesquelles vous allez partir. Et ça, les caisses de retraite ne sont pas là pour vous aider dans le déclenchement. C'est à vous de prendre ces décisions. On a une statistique qu'on aime bien analyser. Là encore, c'est l'Agir Carco qui pose une question. Tous les ans, elle interroge des gens qui viennent de partir en retraite et elle interroge des gens qui sont encore cotisants. La question qu'elle leur pose, c'est à quel âge vous considérez qu'il aurait fallu pour les gens qui viennent de partir ou qu'il faudrait pour les gens qui sont encore en activité commencer à vous intéresser au sujet. Les gens qui sont encore en activité répondent 55 ans. Les gens qui viennent de partir et donc qui ont vu comment la retraite était calculée, quel était l'impact des choix qu'ils avaient fait tout au long de leur vie, ainsi de suite, réponse 42 ans. Donc on voit le décalage. Le décalage, c'est vraiment celui-là, c'est que les gens disent si au final j'avais su quel était l'impact de mes choix tout au long de la carrière, probablement j'aurais fait des choix qui sont différents. Et donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est de se dire quelles sont les zones de choix sur lesquelles je peux agir. On vous a pris quelques exemples. Premier exemple, les trimestres pour enfants. On sait que dans les régimes alignés, les enfants, donc assurance retraite et ainsi de suite, les enfants donnent pour les mamans le droit à 8 trimestres de majoration pour chacun des enfants. 4 au titre de la naissance et 4 au titre de l'éducation. Ce que l'on sait moins, c'est que ces 4 trimestres, alors d'abord, premier point, ils ne sont jamais inscrits sur les relevés de carrière, ou quasiment jamais inscrits. Donc souvent, la caisse de retraite vous écrit en vous disant « vous aurez le taux plein à 67 ans ». Oui, mais d'accord, mais vous avez oublié de me compter les trimestres pour enfants. Donc nous, ça nous arrive vraiment fréquemment d'avoir des gens qui ne savent pas qu'il y a cette majoration de trimestre. Vous avez 3 enfants, c'est 24 trimestres quand même de majoration. Donc si on ne le prend pas en compte, évidemment, il y a un impact. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que sur les 8 trimestres de majoration, si le papa et la maman se mettent d'accord, il y a 4 trimestres qui peuvent être transférés de la maman vers le papa. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que ce transfert se fait sur une fenêtre de tir bien précise. La fenêtre de tir, c'est les 6 mois qui suivent le 4e anniversaire de l'enfant. Alors le problème, c'est que les enfants, on les a plutôt en général proches de 30-35 ans plutôt que de 50-55. Et donc quand on a passé la fenêtre de tir, c'est trop tard. Et donc nous, on voit souvent des clients qui viennent nous voir et on dit à madame, vous avez 180 trimestres pour 170 nécessaires, les 10 de trop, on les prend, on les met à la poubelle, ils ne vous servent à rien. Et monsieur, il arrive à la même date, il lui a 165 trimestres pour 170 nécessaires. On lui dit, vous auriez fait le transfert correctement, vous partiez à taux plein. Là, maintenant, vous avez le choix, vous acceptez une décote, vous décalez votre départ en retraite de un peu plus d'1 an pour aller chercher les 5 trimestres complémentaires, ou alors vous rachetez les trimestres de retraite et ça coûte relativement cher. Et donc tout l'enjeu, on voit bien que là, c'est le premier exemple, c'est je vois bien que les trimestres pour enfants, c'est un sujet sur lequel je dois m'interroger plutôt sur mon début de carrière, et que si je ne me pose pas la question, évidemment, il y aura une répercussion à terme. Je passe sur le trimestre suivant, je prends le 3e parce qu'on a fait la même présentation il y a quelques semaines chez un expert comptable, et sur le cocktail de fin de soirée, l'entreprise qui avait le cocktail, le patron vient me voir, il me dit « bon, moi je suis jeune, donc de toute façon... j'ai encore un peu de temps pour m'intéresser au sujet. » Je lui dis, ok, vous avez vu, il y a des sujets quand même, c'est plutôt début de carrière. Et il me dit, de toute façon, moi je sais qu'il me manque des trimestres de retraite parce que j'ai eu un début de carrière un peu chaotique, j'ai monté plusieurs entreprises et j'ai pas réussi à me tirer suffisamment de rémunération, donc j'ai pas tous mes trimestres de retraite. Je lui dis, ok. Je lui dis, le rachat Madelin, vous connaissez ou pas du tout ? Il dit non, je ne sais pas de quoi on parle. Rachat Madelin, c'est un dispositif de rachat de trimestres spécifique pour les indépendants qui permet de racheter les trimestres des 6 dernières années incomplètes. Donc on est dans un jeu glissant, c'est qu'aujourd'hui, je peux racheter 2016, 17, 18, 19, 20, 21 sur mes années qui seraient incomplètes. L'année prochaine, 2016, je ne peux plus le racheter, je peux racheter 17, 18 et ainsi de suite. La particularité du rachat Madelin, c'est que le rachat
de trimestre coûte quasiment zéro. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un coût de rachat de trimestre qui coûte 100 ou 200 euros le trimestre de retraite. Donc moi je lui dis, écoutez, à un moment donné, il faut s'intéresser au sujet parce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore racheter ces trimestres des années précédentes et à un coût qui est réduit. Si vous passez cette fenêtre de tir, les trimestres, vous pourrez les racheter, mais le coût de rachat du trimestre, c'est entre 4 et 6 000 euros le trimestre de retraite. Et donc on voit bien que s'il ne s'intéresse pas au sujet maintenant, à un moment donné, il aura toujours les mêmes marges de manœuvre, mais à des coûts qui seront très différents. Et puis quand on parle d'indépendants, quand même la particularité des indépendants, c'est qu'ils ont la main sur leur rémunération, donc on a la main sur la façon dont on cotise, et donc évidemment, on a la main sur la façon dont on construit sa pension de retraite. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire, quelle que soit la durée de carrière résiduelle, qui reste quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, évidemment, j'ai des dispositifs sur lesquels je peux travailler, que je peux activer, et qui vont me permettre de construire correctement ma pension de retraite. Alors, je suis en pilotage et je subis pas ce que la caisse a bien envie de me donner. On a pris un exemple pour que vous compreniez l'enjeu quand on dit je pilote. Alors c'est l'exemple d'un indépendant, mais la philosophie est la même pour tout le monde. Un client qui vient nous voir, le monsieur il est gérant d'une société, il prend 36 000 euros de rémunération annuelle, il va partir carrière longue, c'est limpide quand on regarde son relevé de carrière, donc départ à 60 ans, lui se pose plutôt la question de où il met les pieds pour pouvoir être un peu plus serein sur ce qui lui arrive, s'assurer que tout est bien enregistré, ainsi de suite. Quand on rentre le dossier dans notre bureau d'études, nos experts nous disent, nous on pense que le monsieur doit s'interroger sur l'efficacité des cotisations qu'il va payer sur les 5 dernières années de carrière. On lui dit quoi ? On lui dit, on va regarder. On lui dit, premier scénario, on fait comme si vous continuez tout droit jusqu'à la liquidation. Donc vous prenez 36 000 euros de rémunération par an. Les charges sociales sur les 5 prochaines années, c'est 85 000 euros. Donc c'est l'ensemble de ces charges sociales. Pourquoi ? Parce que je gagne 5 000 ou que je gagne 36 000, ma couverture maladie, c'est la même. Ma prévoyance, c'est mes contrats supplémentaires qui me font ma couverture. Donc le vrai enjeu des cotisations, c'est la retraite que j'acquiers. Et donc on lui dit, en faisant ça, 2 365 euros de pension de retraite nette mensuelle. Et nos experts disent, en fait, l'enjeu pour lui, c'est de se dire, ça donne quoi s'il prend la rémunération uniquement, la rémunération minimale pour valider 4 trimestres de retraite tous les ans. Pas plus. On veut juste valider 4 trimestres de retraite. Donc le montant, c'est 6 400 euros de rémunération. 6 400 euros de rémunération, donc sur les 5 dernières années, les charges sociales, c'est 15 000 euros sur 5 ans. 70 000 euros de charges sociales en moins sur les 5 dernières années. 70 000 euros de charges sociales en moins pour 39 euros en moins de retraite tous les mois. Quand on amène ce chiffre-là au client, le client comprend vite qu'en fait, ce qu'il va payer en charges sociales sur les 5 dernières années, ça ne lui ramène plus de droits pour la retraite. Et donc, il n'a plus aucun intérêt à continuer à cotiser comme il le fait aujourd'hui. Alors évidemment, il perd aussi en revenus immédiats. Donc la première question qui arrive, c'est OK, je prends plus de REM, mais comment je vis en attendant ? Donc on vous montre la réponse qu'on lui a apportée. Donc là, on a la situation du client, donc avec la rémunération qu'il prend. Et il s'avère que dans son entreprise, sa femme travaille avec lui. Elle travaille avec lui sous un statut salarié et elle prend 24 000 bruts de rémunération. Sauf qu'elle est un peu plus jeune que lui et que les projets des clients, c'est de dire on arrêtera le jour où madame pourra toucher sa pension de retraite. Comme ça, on partira en retraite en même temps puisqu'il n'est pas question que l'un parte avant l'autre. Et donc, quand on regarde le sujet, on dit peut-être il y a à un moment donné un sujet à transférer la rémunération que monsieur ne peut pas prendre vers madame. On regarde les chiffres et donc on regarde. La situation de madame actuelle, c'est la suivante. Elle touche 18 000 net, elle coûte 28 500 à l'entreprise, elle a le droit à 1 416 euros net de pension de retraite. La situation de monsieur, on l'a vu, le couple prend 54 000 euros net de rémunération par an. Il coûte à l'entreprise 81 000 euros et ils auront 3 780 euros de pension de retraite. On rebat les cartes au regard de ce qu'on a présenté au client. Donc madame, sa rémunération passe à 49 000 euros. Elle coûte 71 000 euros à l'entreprise. Sa propre pension de retraite passe de 1 400 à 1 779. On s'arrête juste là. Déjà, le premier impact, c'est qu'il faut avoir en tête que les caisses de retraite, au fil du temps, essayent de verser de moins en moins les pensions de réversion. Il y a de plus en plus de contraintes pour toucher les pensions de réversion. Donc, il y a un vrai sujet dans l'équilibre patrimonial à se dire, si madame déjà a sa propre retraite qui est un peu plus conséquente, c'est déjà un petit peu plus confort. Monsieur, on l'a vu, sa pension de retraite, elle diminue un peu, mais le vrai impact sur le sujet, c'est le suivant, c'est que le revenu du couple, comme on a fait le transfert du net, il n'a pas bougé, donc le couple gagne exactement la même chose en net. Le coût entreprise, c'est le même, on ne paye pas plus de charges sociales, c'est pas l'objectif. Par contre, la pension de retraite du couple passe de 3 780 à 4 100 euros.
Donc là, on est clairement dans quelle est ma marge de manœuvre pour pouvoir optimiser mes conditions de départ. Donc je joue sans débourser un seul centime de plus de cotisation. J'arrive à maximiser de plus de 300 € la pension de retraite des clients. Et donc là, on voit bien, c'est des leviers qui ne sont pas dans la caisse de retraite, c'est des leviers qui sont à la main des clients et sur lesquels ils vont jouer pour pouvoir construire correctement leurs droits. Donc typiquement l'enjeu de je pilote et je choisis. Et puis le troisième piège, confondre retraite et fin d'activité professionnelle. Alors oui, la retraite, ça peut être les pieds dans le sable et on profite, c'est très bien. Mais c'est pas que ça. Et avant tout, la retraite, c'est un droit financier. Et il ne faut pas confondre arrêt d'activité professionnelle et prise de retraite. On a la majorité de nos clients qui vont poursuivre une activité professionnelle en tout ou partie au moment où ils partent en retraite. Et souvent, on a l'impression que voilà, la retraite, c'est la fin. Non, c'est juste à un moment donné la capacité à percevoir un flux financier pour lequel on a cotisé, dans lequel il faut se poser les questions de quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir percevoir ce flux. Quelques chiffres sur le sujet. Âge moyen de liquidation de la pension de retraite en France, 62 ans et 4 mois. On a vu tout à l'heure, l'âge légal, c'est 62 ans. Et 88% des retraites sont liquidées à taux plein. Bah oui, on nous explique tous les jours que le taux plein, c'est le Graal et que liquider avec une décote, c'est un problème. Et donc, on cherche tous, quand on réfléchit au sujet, à aller chercher le taux plein au moment où on liquide sa pension. On se dit, si j'ai pas tous les trimestres, ma retraite, elle va être amputée et c'est une catastrophe. On va voir les chiffres tout à l'heure, c'est peut-être pas au final une si grande catastrophe que ça. En tout cas, il faut se poser la question de liquider avec une décote, est-ce que c'est pertinent ou pas ? Carrière longue, c'est 20% des liquidations de retraite qui se font. Donc carrière longue, c'est la capacité de partir avant 62 ans. À partir du moment où on a commencé à travailler jeune et où on a eu une carrière complète, c'est 20% des liquidations. On a plein de clients qui nous disent « je n'active pas le dispositif carrière longue parce que c'est compliqué dans l'organisation du cumul, j'ai des plafonds, je fais pas ce que je veux ». Ok, il y a des règles du jeu à respecter, mais en tout cas, avant de se dire je n'active pas, il faut que j'identifie quelles sont les contraintes pour pouvoir regarder ce que je peux faire avec et comment je peux jouer avec. Cumul emploi-retraite, donc cumul emploi-retraite, c'est je suis à la retraite et je maintiens une rémunération sur une activité professionnelle. 478 000 personnes en France qui bénéficient du dispositif, c'est 3% des retraités, et sur ces 3%, 40% sont cadres ou indépendants. C'est un dispositif qui est très peu utilisé et pourtant qui permet de faire de très belles choses dans la jonction entre l'arrêt d'activité professionnelle et la retraite. Retraite progressive, qui a déjà entendu parler de retraite progressive ? Retraite progressive, c'est la capacité de toucher dès 60 ans un morceau de sa pension de retraite. L'année dernière, c'est moins de 1,5% des départs en retraite qui se font dans le cadre de la retraite progressive, alors que 100%, quasi 100% des gens sont éligibles au dispositif, sauf que le dispositif n'étant pas connu, on ne se pose pas la question de savoir si on y a le droit ou pas et dans quelles conditions est-ce que je peux faire avec. Et donc tout l'enjeu, là encore, c'est de se poser les questions de quelles sont les marges de manœuvre. Pour rendre le sujet un peu plus concret, on a pris 2 exemples pour clôturer la présentation de ce soir. Première situation, on a un client, 62 ans, dirigeant, 26 000 € de revenus annuels et il lui manque 3 trimestres pour pouvoir bénéficier de sa retraite à taux plein. Donc il a 62 ans, donc s'il veut partir, il peut partir, mais il lui manque 3 trimestres. Donc en partant maintenant, ça veut dire accepter de partir avec une décote. S'il part au 1er janvier 2023 dès ses 62 ans, il touche 1 987 € net par mois. Le client nous dit, moi de toute façon, je ne suis pas pressé, je n'ai pas envie de m'arrêter immédiatement, mon projet c'est de continuer à travailler pendant encore 3 ou 4 ans, donc il n'y a pas d'urgence à liquider ma pension de retraite au 1er janvier. Nous on lui dit, ok, on chiffre la pension de retraite 3 ans plus tard au 1er janvier 2026, et de 1 987 € par mois, il passe à 2 259 € net par mois. À sa place, vous faites quoi ? Qui part ? Maintenant. 1, 2. Qui décale ? Toi, tu connais la réponse. Toi, tu joues pas, tu triches. En fait, le sujet, c'est que le client il a tout intérêt à partir maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il peut partir maintenant et organiser un cumul emploi-retraite. Je rappelle, un cumul emploi-retraite, c'est je touche ma pension de retraite et je maintiens une activité professionnelle rémunérée. L'enjeu, pour être précis, c'est comme là, il n'aura pas sa retraite à taux plein, il ne fera pas ce qu'il veut dans le cumul emploi-retraite, mais on peut l'organiser pour lui donner des marges de manœuvre suffisantes.
Et pourquoi il doit partir maintenant? Parce que, bah oui, différer son départ en retraite, il va toucher un peu plus de retraite tous les mois. Il touche, je crois qu'on l'a noté, 272 € de retraite en plus par mois. Mais entre le 1er janvier 23 et le 1er janvier 26, bah, en quelque sorte, il a refusé de toucher 1987 € de retraite. Pourquoi il a refusé? Parce que, encore une fois, il aurait pu prendre les 1987 € et continuer son activité et donc continuer à toucher sa rémunération. Donc là, clairement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le chèque de 1987 € tous les mois et tous les mois, il l'a volontairement mis à la poubelle. Sur 3 ans, ça lui coûte 71 000 € qu'il a pris et qu'il a mis à la poubelle. Le tout pour avoir le droit à 272 € pardon, de plus par mois après. Bah, faut qu'il soit courageux parce qu'à la retraite, il va lui falloir 22 années de retraite pour récupérer avec les 272 € les 71 000 € qu'il a mis à la poubelle. Et sans parler de ce qu'il aurait pu faire de ces 71 000 € et comment il aurait pu être intelligent pour pouvoir les utiliser correctement. Donc une fois qu'on voit ça, bah, on se dit oui, effectivement, bah, est-ce que plus le temps passe, plus ma retraite, elle augmente? Bah oui, donc ça, c'est logique. Est-ce que malgré tout, c'est le bon réflexe de se dire je vais chercher la pension de retraite la plus haute et en plus en éliminant ce sujet de décote? Bah là, dans l'exemple, non. Deuxième exemple, cliente, 62 ans, elle avait la possibilité de liquider dès le 1er septembre de cette année 1876 € de pension par mois. Et là encore, son projet, c'est de poursuivre son activité pendant 2 ou 3 ans. À sa place, vous faites quoi? Bon bah évidemment, hein, c'est un piège. Hein. Si on vous met 2 fois le meilleur exemple, c'est que on peut pas avoir 2 fois la même réponse, sinon c'est trop facile. La situation de la cliente, c'est là on lui a dit votre intérêt, c'est de décaler votre liquidation de pension au 1er janvier 2023. Pourquoi on lui dit ça? On lui dit ça parce que le fait de finir l'année 2022 va permettre de rentrer le revenu de l'année 2022 dans le calcul de ses 25 meilleures années. Pour que la dernière année compte, il faut finir l'année. Et donc en finissant l'année, on va augmenter sa moyenne de ses 25 meilleures années et sa pension de retraite va être augmentée de 162 € par mois. 162 € par mois en plus. Alors ok, on lui demande de renoncer à 4 fois 1876 € de retraite. Mais quand on compare les 162 avec globalement 8 000 € de perdus, il lui faut moins de 4 ans de retraite pour récupérer le manque à gagner initial. Bon, bah, moins de 4 ans de retraite, évidemment, c'est plutôt favorable dans le calcul. Et donc on voit bien que d'une situation à l'autre, d'abord le premier point, c'est que les gens ont la main sur la date à laquelle ils choisissent de liquider leur pension de retraite. Et en fonction de chaque situation, il y a des réglages à trouver pour pouvoir trouver la bonne date de liquidation. Donc dans certains cas, le taux plein, c'est très bien. Dans d'autres cas, la décote sera suffisante. Dans d'autres cas, il y a besoin de décaler la date. L'enjeu, c'est de pouvoir mesurer en fait ces différents choix pour pouvoir faire les bons choix au moment et partir dans de bonnes conditions, liquider dans de bonnes conditions au moment où on choisit de s'arrêter. Voilà. Oui, alors c'est-à-dire que quand nous on fait le calcul, on connaît le revenu que la cliente va toucher sur l'année 2022. Donc on n'est pas dans un calcul qui est hypothétique. On calcule avec le revenu réel que la cliente va percevoir sur l'année 2022, puisqu'on connaît ce revenu au moment où on fait l'étude. Donc oui, et donc on est capable de le mesurer par rapport aux années déjà enregistrées dans les 25 meilleurs. Voilà ce que nous, on avait à vous dire pour ce soir. Maintenant, on est à votre dispo pour pouvoir évoquer les questions. Et puis, vous avez Fatima qui est là, qui est notre conseillère sur Toulouse. Donc, il pourra aussi répondre à vos questions pendant la suite de la soirée quand on remontera à l'étage. Est-ce qu'il y a des questions? C'est trop flippant. C'est trop flippant. En fait, attendez, on va faire passer le micro parce que pour les gens qui sont en vidéo, ça va être... Fatima, si tu veux. Alors, qui a une question? Oui, pardon, c'était sur les... bonjour. Bonsoir et merci pour la présentation. Vous disiez qu'on a 2 mois pour contester à partir du déclenchement. Si on dit qu'on n'est pas d'accord, est-ce que ça va décaler le départ du paiement de la retraite? Si vous disiez que ça peut mettre jusqu'à 1 an, donc si on le conteste, ça peut mettre encore 6 mois ou...
Voilà. Déjà pour être précis, hein, c'est 2 mois à partir du moment où vous avez reçu les notifications. Oui. Donc l'enjeu, hein, c'est au moment où je dépose mon dossier de retraite, vous allez être bombardé de demandes d'informations de la part des différentes caisses. Et au bout d'un certain temps, on va dire entre 3 et 6 mois après la demande que vous avez faite, vous aurez reçu l'ensemble des notifications. Une fois que vous avez reçu les notifications, vous avez 2 mois pour pouvoir les contester. Dans le document que vous recevez, il est écrit évidemment que la contestation se passe par voie contentieuse amiable et qu'évidemment ça peut mettre en retard la mise en paiement de votre pension de retraite. Donc là aussi, vous êtes incité à plutôt accepter. Pour vous donner une statistique, 70% des liquidations qu'on traite, on les emmène en contentieux parce qu'on n'est pas d'accord avec les notifications qu'on reçoit, malgré le fait qu'on ait fait les bilans au préalable, hein, puisque au moment où on lance la liquidation, il y a de nouveaux paramètres de calcul qui n'ont jamais été communiqués par la caisse de retraite qui arrivent. Donc c'est des paramètres que l'on découvre et sur lesquels on vient contester. Et là, c'est aléatoire. C'est-à-dire que quelle est la durée de traitement du contentieux entre 6 mois et 1 an? Est-ce que la caisse de retraite fait un versement provisoire? Parfois oui, parfois non. Donc s'il y a des dossiers, hein, nous on a quelques dossiers, ça fait 18 mois que la liquidation est lancée, ça fait 18 mois qu'on est dans cette phase de contestation avec la caisse et la phase de contestation, elle est en aveugle parce qu'on ne maîtrise pas la date à laquelle le dossier va être traité et dans certains dossiers, ça fait 18 mois que les clients ne touchent pas leur pension de retraite. La plupart du temps, ils touchent une partie puisqu'il y a des caisses sur lesquelles on a dit ça, on est OK, donc vous pouvez liquider. Donc ces caisses-là sont liquidées, les clients touchent, mais il y a une partie des caisses qui ne versent pas encore la pension de retraite. Quand la caisse va avoir clôturé le dossier, elle va faire un versement rétroactif à la date d'effet choisie. Donc le client touchera une somme une seule fois, mais malgré tout, ça suppose de financièrement avoir la capacité aussi et avoir prévu en fait cette jonction et à attendre. Exactement. Mais pour faire simple sur la liquidation, hein, c'est que il faut compter entre 6 mois et 1 an minimum pour qu'une liquidation soit bouclée complètement de A à Z. Et voire plus des fois quand c'est un peu plus compliqué. Merci. Pas de quoi. Une autre question derrière, je crois. Qui a une question? Non, j'avais juste une question. Si vous aviez accès à des outils autres que ceux qu'utilise la caisse de retraite, par exemple, vous recalculez la valeur de droit à retraite, comment vous savez l'ajuster? Nous, ce que je vous ai dit, hein, nous on considère que ce que fournit la caisse, c'est faux. Donc on prend les documents, on les met à la poubelle, on récupère les enregistrements de la caisse de retraite, mais après on refait tout de zéro. On a nos propres outils de calcul, on repart de vos cotisations, on réextrait tout et on recalcule tout de zéro, comme si les caisses de retraite n'existaient pas. Et ensuite on compare. Bien sûr. Ah, dès qu'on vous en apercevez. Après, ça ne veut pas dire... Ah, mais bien avant parce que, et d'ailleurs sur le sujet de la liquidation, la caisse de retraite ne traite les demandes de correction que si elles sont reçues plus d'1 an avant la date d'effet de la retraite. C'est-à-dire que si vous envoyez une demande de mise à jour 6 mois avant la demande de votre pension de retraite, la demande de mise à jour n'aura probablement pas été traitée. Et au moment où vous lancez votre dossier de liquidation, toutes les demandes en cours auprès des caisses, elles sont mises à la poubelle, elles s'arrêtent. Elles ne suivent pas votre dossier. Donc toutes les demandes de correction sont à faire au moins 1 an avant la prise d'effet. Il faut à minima 1 an pour que la caisse est traite. Donc on est plutôt en train de se dire, je fais 1 an et demi, 2 ans avant. Ça ne veut pas dire que si je me rends compte à la dernière minute, je ne peux pas corriger, mais je suis obligé de corriger dans le cadre de la voie contentieuse avec la caisse au moment où je construis mon dossier. Et donc nous, dès qu'on analyse des anomalies, hein, le client le plus jeune que l'on a dû accompagner dernière avait 26 ans. À 26 ans, on a fait les premières demandes de correction et on ne dit pas au client, vous êtes sûr que votre historique de carrière, maintenant, il est propre. C'est pas parce que l'historique a été mis à jour à un moment donné que la caisse, 2 ans plus tard, elle peut pas nous réintégrer de nouvelles anomalies. Mais en tout cas, nous, on sait ce qu'on doit avoir. Donc tous les ans, on vient contrôler que le relevé communiqué est juste. Et s'il y a des anomalies, rebelote, on refait les demandes de correction nécessaires. Thomas, j'ai des questions en ligne. Ouais. Question. Faisant partie d'un grand groupe, Airbus pour ne pas le citer, êtes-vous capable d'intégrer les avantages de l'entreprise comme un compte épargne-temps ou une prime de départ? Est-ce qu'on peut, sur le compte épargne-temps, j'ai pas entendu la question? Je recommence, pardon. Tac. Faisant partie d'un grand groupe, Airbus, êtes-vous capable d'intégrer les avantages de l'entreprise comme un compte épargne-temps
ou une prime de départ. Oui, oui, on les intègre évidemment. Ouais, on les intègre. Ce que nous, on n'intègre pas dans le calcul, c'est tout le facultatif en fait, tout l'épargne, l'investissement, l'immobilier, parce qu'encore une fois, c'est pas notre métier de le faire. Mais par contre, à partir du moment où les avantages de l'entreprise amènent un impact sur les conditions de départ, sur l'anticipation, les négociations, les plans. Enfin, on peut prendre Airbus, hein, on sait qu'il y a des plans d'accord de départ volontaire de l'entreprise, ainsi de suite. Tous ces paramètres-là, on va les intégrer pour pouvoir modéliser correctement les conditions de départ. Ok, merci. Et du coup, j'en ai une autre aussi. Peut-on verser des cotisations aux caisses de retraite, assurance maladie, Agir, Arco, de manière volontaire sans travailler ? Oui. La réponse est oui. Il y a des règles du jeu à respecter, hein, mais oui. Donc souvent, ça nous arrive, nous, de voir des clients qui ont eu l'opportunité de s'arrêter avant d'arriver à la retraite. Alors en général, plutôt des dirigeants qui ont vendu et qui ont touché le fruit de cession de leur entreprise, donc qui patrimonialement sont à l'abri et n'ont plus besoin de générer un flux de revenus pour leur quotidien, mais à qui il manque des trimestres de retraite pour pouvoir liquider la pension. Et donc toute la question que eux doivent se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à retrouver une assiette de cotisation pour continuer à acquérir des droits et liquider dans de bonnes conditions à 62 ans, ou est-ce que j'ai intérêt à juste patienter à liquider plus tard? Et notamment dans les assiettes de cotisation qu'on peut retrouver, il y a ce que l'on appelle la cotisation volontaire. Donc c'est une affiliation volontaire qu'on fait auprès de la caisse de retraite pour pouvoir continuer à acquérir des droits. Oui. Fatima, le micro, s'il te plaît. Non, c'est Philippine. Bonsoir, une petite question. C'est peut-être un chiffre qui m'a échappé. Quelle est en moyenne la décote qu'il y a entre une pension de retraite et le dernier salaire? C'est très variable. C'est très variable d'une profession à une autre. C'est-à-dire que on va dire un salarié en moyenne va toucher entre 70 et 90% de son dernier revenu d'activité. Un indépendant va toucher plutôt entre 50 et 70%. Et une profession libérale, notamment profession libérale médicale, va plutôt toucher entre 20 et 25% de son dernier revenu d'activité. Alors, il cotise moins aussi, hein, donc il y a une certaine logique. Après, nous, ça nous arrive d'avoir des clients qui touchent 150% de leur dernier revenu d'activité. Je vous donne un exemple. On a des clients qui ont été salariés, cadres à haut revenu tout au long de leur carrière et puis qui, sur les 5-6 dernières années, ont créé une activité indépendante et touché des revenus qui étaient plus réduits dans le cadre de cette activité indépendante. Bon, la retraite étant calculée sur l'intégralité de la carrière, leurs années salariées à haut revenu comptent pour le calcul de la pension. Et donc, quand la pension arrive, ils touchent beaucoup plus que ce qu'ils avaient sur leurs dernières années d'activité indépendante. C'est pas rare que ça arrive. Bonjour, vous avez parlé de recalcul précis avec les points en fonction de tout. Qu'est-ce qu'il vous faut en fait pour faire ce calcul-là? Parce que tout. C'est-à-dire que ça prend pas en compte les déménagements, les pertes de salaire et tout ces trucs-là. En fait, oui et non. C'est-à-dire que nous, ce que l'on explique, c'est qu'il faut regarder la retraite comme un puzzle. C'est-à-dire que toute votre carrière, vous avez eu différentes pièces qui sont arrivées au fil des mois. Vous avez vos bulletins de paye, vous avez eu potentiellement les allocations Pôle emploi, vous avez eu les indemnités journalières, vous avez eu les allocations de la CAF. Voilà, il y a tous ces éléments qui sont des assiettes de calcul et sur lesquels il faut recalculer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de communication avec la caisse de retraite, c'est un système par preuve. C'est-à-dire que la caisse, elle veut bien vous croire à partir du moment où vous amenez les justificatifs. Le plus, dans le puzzle, le plus j'ai de pièces, le plus je suis capable de dire à quoi ça ressemble. Si vous me donnez un puzzle 1000 pièces et que j'ai 20 pièces à l'intérieur, je peux vous dire il y a un petit coin, c'est vert, mais après ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Et la caisse fera la même chose. Par contre, typiquement, je suis salarié de 2005 à 2015 chez le même employeur. J'ai un trou documentaire entre 2011 et 2012. Je suis dans une séquence chez le même employeur. La caisse de retraite a l'obligation de retenir une assiette de calcul. Et donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir un maximum d'éléments pour discuter avec la caisse. Sur ce sujet, quand je dis tout, il y a des sujets où il faut être très vigilant. On a beaucoup de documents aujourd'hui, du bulletin de paye aux indemnités journalières, aux allocations Pôle emploi, qui sont déversés dans des coffres-forts en ligne. Et donc on se dit, c'est confort parce que la caisse les sécurise pour moi. Et puis le jour où vous partez en retraite, vous ouvrez votre coffre-fort Pôle emploi et là vous vous dites mes documents ils sont où? Non, votre espace il a été scratché, les documents ont été vidés et les caisses conservent les documents pendant 6 ans. Donc l'enjeu c'est de dire tous ces documents que vous recevez, il faut les extraire, les sécuriser et les conserver parce que ce sera votre assiette de discussion avec la caisse.
Ouais. Si on a le relevé annuel en fin d'année, ça suffit peut-être plutôt que d'avoir l'ensemble? Non, ça suffit pas. Non, parce qu'en fait, le essayer. calcul de la retraite est fait sur des assiettes mensuelles, en fait. D'autres questions? Ouais. Comment on fait pour retrouver les documents On va chez un imprimeur. On va chez un imprimeur, on trouve un copain cordonnier qui fait les tampons des entreprises. Non, ça marche pas comme ça. En fait, non, mais en fait, tout dépend. En fait, tout dépend. C'est-à-dire que si vous avez travaillé dans une grande entreprise, potentiellement, il y a un système qui est bien fait, les archives sont bien faites, et donc on sait quand on appelle Airbus, Société Générale ou quoi que ce soit, ils nous retrouvent les documents, en tout cas en grande partie. Si vous avez travaillé chez le garagiste du coin il y a 20 ans, c'est plus compliqué que de s'assurer que lui a conservé les documents. Donc le premier enjeu, c'est que vous les ayez. Malgré tout, ça vaut le coup de faire la demande auprès des anciens employeurs. Je vous donne un exemple. On a un client un jour, il lui manquait un trimestre pour pouvoir être éligible en carrière longue. Il lui manquait un trimestre sur son début de carrière. Et il nous dit, moi j'ai travaillé dans une colo de vacances. Et on lui dit, écrivez à la colo de vacances parce que ça se trouve, elle a conservé les archives. La colo, c'était plus une colo, c'était un château qui faisait du réceptif pour les mariages. La personne a été voir dans les archives qui étaient encore au grenier, a ressorti le bulletin de paye, un bulletin de paye, on a validé un trimestre de retraite, le client est parti en retraite 2 ans plus tôt. Donc il faut tenter, c'est-à-dire que si vous n'avez plus les documents, il faut tenter d'essayer de les récupérer. Les indemnités journalières, du coup, par exemple, Il faut oublier. Non. Si vous ne les avez pas conservés, l'assurance maladie ne vous les redonnera pas. Là, j'ai un dossier en ce moment. Les clients, leur enfant est handicapé. Donc, enfant handicapé égale majoration de trimestre de retraite. On vous demande à ce que la MDH verse au dossier les versements que vous touchiez, les allocations que vous touchiez pour pouvoir justifier du fait que vous éleviez un enfant handicapé. Les clients me disent, mais moi, j'ai rien conservé de tout ça. Quand ils ont appelé, on leur a dit, nous, on a les archives jusqu'à 2011. Donc on a pu récupérer que ces éléments jusqu'à 2011. Et on est en train de se battre avec les caisses pour montrer qu'on a les cartes d'invalidité, on a les rapports médicaux et ainsi de suite. Pour le moment, la caisse de retraite a dit, moi, tant que j'ai pas les allocations, je ne tiens pas en compte de... Voilà. Donc je pense que là, dans le dossier, on arrivera à avoir gain de cause. Mais le principe, c'est vous n'avez pas, on ne discute pas. Ouais. Ah non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait pas, c'est faire la recherche documentaire. C'est-à-dire qu'on va pas aller, on prend pas notre mobilette pour aller faire le tour de tous les employeurs et dire où sont les documents. Par contre, à partir du moment où on a détecté une anomalie, on défend l'anomalie pour vous. C'est-à-dire qu'on prend tout en charge jusqu'à ce que vous ayez obtenu les droits correctement. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le dossier, on identifie, on lance les démarches, et puis dans le cadre du suivi, on va après faire les relances régulières auprès des caisses jusqu'à ce que le dossier soit traité. Et ce que l'on n'imagine pas sur le sujet, la semaine prochaine, je vais avec un notaire dans sa caisse de retraite, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'interprétation de la caisse sur le texte de loi, et donc on va négocier. C'est-à-dire qu'on se dit, le texte, la règle, c'est 1 ou c'est 0, 1, c'est binaire. Non, en fait, il y a des zones de négociation avec la caisse de retraite. Par contre, vous avez toutes les adresses des organismes, cette fameuse jungle à qui écrire, etc. Voilà, exactement. Ouais. Et puis on prend soin, c'est-à-dire que dans certaines caisses, on sait qu'on a un interlocuteur un peu privilégié qui est attentif sur les dossiers. Donc à Noël, on envoie une petite boîte de chocolat et comme ça, l'année prochaine, on peut travailler dans de bonnes conditions. Mais non, après, on ne peut pas faire de miracle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la caisse en disant à l'opérateur, pousse-toi, je prends le clavier, je vais écrire à ta place sur l'ordinateur. Mais malgré tout, on n'a pas d'accès privilégié, on n'a pas de traitement privilégié, voire on est plutôt gênant pour la caisse, on fait un peu poil à gratter. Donc après, malgré tout, on sait comment ça fonctionne et donc on arrive à poser les bonnes questions. Ouais. On a parlé des caisses de retraite françaises pour les gens qui ont travaillé à l'étranger. Ouais. C'est-à-dire que dans les caisses à l'étranger, en fonction du pays dans lequel on a cotisé, la période de travail que l'on a eu à l'étranger peut être retenue pour le calcul de la retraite en France. Les règles d'ailleurs viennent de changer. Si c'est Union européenne, il n'y a pas de difficulté, la règle est précise. Et après, il faut regarder pays par pays s'il y a des accords. Et donc oui, on va après intégrer dans le calcul de la retraite française l'impact des périodes de travail à l'étranger pour que ce ne soit pas oublié, parce que c'est régulièrement oublié. Enfin, si on ne se manifeste pas, la caisse n'a pas d'information et donc elle va passer à côté au moment où elle fait la liquidation. Il y a des questions en ligne. Ouais, Thomas, une question, on pourra y répondre tous les deux, je pense.
comment vos services sont-ils intégrés ou non au conseil de Bonjour Patrimoine? Bah, vas-y, je te laisse répondre alors. Eh ben non, ils sont pas intégrés. C'est une prestation supplémentaire. Après, l'enjeu, hein, c'est que, ce que tu disais tout à l'heure, on le travaille main dans la main parce que, on l'a vu, évidemment, il y a la retraite de base, c'est très bien, on a dit qu'il y avait une décote, on a dit qu'il y avait des marges de manœuvre. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de se dire, une fois que j'ai compris ce que ça donnait, quels sont tous les outils complémentaires dans ma construction patrimoniale. Et donc, tout l'enjeu, quand on vient travailler ce sujet, c'est d'avoir une vision claire des régimes obligatoires pour que vous puissiez être plus à l'aise, pour pouvoir aussi mieux vous projeter et mieux construire par la suite. Et du coup, je poursuis la question, parce que je pense que ça peut être intéressant. Ça marche comment ? Ça marche comment? Ça fonctionne par honoraire. Donc en fonction de l'âge auquel on rencontre le client, on a une reconstitution qui est plus ou moins importante. Donc on facture des honoraires entre 2 000 et 3 500 euros la réalisation du bilan. Ces honoraires sont en partie, donc pour les dirigeants, déductibles dans les charges de l'entreprise au même titre que les honoraires de conseil habituels. Et pour les particuliers, on glisse la prestation dans le service à la personne. En grande partie, il y a 80% de la prestation qui passe dans le service à la personne et sur lequel vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50%. Donc on fait ce travail de bilan et une fois qu'on a fait le travail de bilan, la suite de la prestation, c'est un suivi régulier jusqu'à la liquidation de la pension de retraite à terme. Il y avait une question de Mazap, je crois. C'était ça. Bon voilà, merci pour la question. Mais je réponds, on a une petite remise sur le dossier. Je dis petite, pourquoi? Parce que, et c'est important de l'entendre, quand on travaille un dossier, c'est 50-70 heures de travail que l'on va passer à faire le bilan. Donc je vous laisse faire le calcul du taux horaire. Je pense qu'on s'approche du garagiste de Noroto, mais encore une fois, notre choix, c'est de se dire, on sait quelle est l'utilité de la prestation et quelle est la nécessité pour reprendre encore une fois le contrôle de ses droits. On pourrait très bien se dire, on va chercher que la cible 4 sub, société cotée, expat et ainsi de suite, et on facture 10 000 euros de la prestation. Ça passerait très bien, il n'y aurait pas de difficulté. Maintenant, on sait que, on peut reprendre un exemple, hein. Quand on rencontre un dossier madame assistante maternelle, monsieur agent de sécurité, si on amène une presta, on dit c'est 2 fois 8 000. Je suis pas sûr qu'on reste longtemps dans la pièce et de toute façon, ces gens-là, ils n'auront pas la capacité à se payer la prestation. Moi, on me demande souvent, c'est quoi le plus beau dossier que vous avez traité? En général, quand on pose cette question-là, on attend ce qu'on nous réponde, c'est le PDG ou le dirigeant de telle société. Nous, on me dit, les plus beaux dossiers, c'est les dossiers pour lesquels on a le plus d'utilité. Et il faut être clair, si demain on a besoin de traiter le dossier du PDG Total, on sera très content de le faire et voilà, ce sera une belle vitrine, il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est que le sujet, pour lui, il n'est pas vital. Il s'en fiche, il a patrimonialement, tout va bien, il a une armée de conseils à côté de lui, il est suffisamment capé pour pouvoir comprendre le système et se défendre face au système. Quand vous êtes face à un public qui est plus fragile, évidemment, c'est encore plus important d'être là pour pouvoir les aider à trouver les bonnes réponses, trouver les bonnes conditions de départ. Et 30, 40, 50 euros de variation sur la pension de retraite, c'est très impactant. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, sur les 84% de dossiers sur lesquels on fait des correctifs, le correctif en moyenne, c'est 1 200 euros par an corrigé sur la pension de retraite. Donc c'est pas neutre en fonction de sa surface patrimoniale, c'est pas neutre dans le schéma. Il y a d'autres questions? J'ai une question sur les carrières longues. Ouais. Il y a des critères génériques ou c'est en fonction de... Oui, il y a des critères, il y a 2-3 critères principaux. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir un certain nombre de trimestres avant la fin de l'année civile de ses 20 ans, 4 ou 5 en fonction de son mois de naissance. Et il y a un deuxième critère, c'est qu'il faut, à partir de 60 ans, avoir le nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir partir à taux plein. Donc on disait tout à l'heure, quelqu'un qui part aujourd'hui, on lui demande entre 168 et 170 trimestres. Ce critère-là, on ne va pas le demander à 62 ans, mais on va le demander à 60 ans. Et avec une particularité, c'est que tous les trimestres de retraite ne comptent pas. La philosophie de carrière longue, c'est de dire je suis face à quelqu'un qui a commencé à travailler jeune et qui a travaillé tout au long de sa carrière pour obtenir une carrière complète. Donc on va lui dire, dans les trimestres de retraite que vous avez acquis, les trimestres pour enfants ne comptent jamais, les trimestres chômage, c'est 4 maximum toute la carrière, les trimestres maladie, 4 maximum toute la carrière, invalidité, max 2 sur l'ensemble de la carrière, service militaire, max 4 sur l'ensemble de la carrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, l'enjeu, c'est que majoritairement, ce sont les trimestres cotisés que l'on retient et à la main,
marge certains trimestres de retraite qui viennent en complément. La difficulté, c'est quand vous prenez votre relevé, cette ventilation dans les trimestres, elle ne vous est pas donnée. C'est-à-dire que vous ne savez pas si les trimestres de l'année, quand vous avez eu un bout de l'année qui a été travaillé, puis un bout qui a été au chômage, vous ne savez pas si vos trimestres de retraite vous sont attribués au titre de la carrière salariée ou indépendante ou au titre du chômage. Et donc ce découpage, il est difficile à faire pour valider son éligibilité. Attendez, du coup, je vous donne le micro. Habilitation particulière, on va dire, pour voir comment dire. Voilà, je voulais. Merci. Je posais une question concernant les habilitations particulières. Ce qui vous différencie, vous, d'un kidam qui proposerait son service pour dire, moi, j'ai mon super calculateur sur ma feuille Excel et je peux effectivement venir porter votre parole. On n'a pas d'habilitation, on n'est pas dans une profession qui est réglementée. Les particularités des logiciels particuliers, j'en sais pas. Non, il n'y a pas de logiciel particulier. Les particularités de notre activité sont les suivantes. C'est que on n'est pas Fatima, elle n'est pas toute seule à Toulouse dans son garage en train de dire moi je suis experte de la retraite donc je fais des calculs. Fatima ne sait pas faire les calculs de retraite, c'est pas son métier. Fatima, elle est au contact des clients et on a une quinzaine de conseillers qui sont répartis sur le territoire national pour pouvoir déployer ce service. On ouvre une dizaine d'agences tous les ans pour pouvoir continuer à approfondir le maillage. Et le cœur du réacteur, il est au siège de l'entreprise qui est au Mans. On a 40 experts qui sont là et on en recrute à peu près 10 complémentaires tous les trimestres qui sont formés chez nous et qui apprennent le métier. Et on a nos équipes de développeurs informatiques qui sont chez nous pour pouvoir maintenir à jour de la législation. Et ce qui fait qu'on est capable d'apporter cette réponse. Si j'étais tout seul à devoir traiter les dossiers, je serais mauvais. Pourquoi aujourd'hui on est pertinent? Parce qu'on a cette équipe de 40-50 collaborateurs qui ont le nez collé sur la législation tous les jours, qui creusent le sujet tous les jours, qui épluchent tous les jours, qui ont leur expérience professionnelle, qui pour certains sont issus de caisses de retraite, mais ce n'est pas la majorité chez nous, et qui nous permettent d'être en veille permanente et d'apporter ce bon niveau de réponse. Très bien, merci. C'est l'heure de clore, c'est ça? En tout cas, merci à tout le monde et puis on a un cocktail à l'étage. Merci à tous.